Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro d'Afrique capable. Une chronique au cœur d'une Afrique qui peut, qui transcende les traumatologies fallacieusement justifiées et les dynamiques défaitistes, malheureusement fertilisées dans les imaginaires des uns et des autres. Dans ce premier numéro, nous revenons sur les indépendances des pays africains conquises vers les années 1960. Plus précisément, en 1960, 17 pays africains accèdent à leur indépendance. Si dans leur majorité, ce sont des ex-colonies françaises, pour qui déjà la roue tourne à partir du discours du général de Gaulle à Brazzaville le 24 août 1958. D'ailleurs, un discours sur lequel Sékou Touré a sauté pour sa Guinée à partir du 2 octobre de la même année. C'est différent pour les autres pays, dont le Congo belge. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo est proclamée pour le Congo belge après d'âpres négociations depuis 1959. Le roi des Belges est présent, les leaders congolais également présents dans une posture d'affranchi et d'abouti. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. À cet instant-là, il n'y avait presque pas de place pour des questions. Il était d'abord question de la fête, mais cela n'était pas inscrit dans la durée. Ce qui fut éternel, c'est l'état des questions qui s'en est suivi et c'est jusqu'à nos jours. 2 ans après, déjà en 1962, l'agronome René Dumont écrivait que l'Afrique noire était mal partie. Cela venait bien sûr couper court aux optimismes démesurés et inexpérimentés de l'époque. Et là, ce ne sont que le questionnement de la première heure. Parce que 53 ans après, les Brazzavillois Albert Mbounou, comme pour revenir à l'évidence et abattre même l'hypothèse de René Dumont, il écrivit carrément « L'Afrique noire n'est pas partie ». On pourrait répertorier beaucoup d'autres écrits critiques, plans de savoir et de pertinence, mais nous n'ajouterons pas une goutte dans un océan débordant déjà des thèses et d'antithèses. 63 ans après les indépendances, nous pensons vouloir poser simplement les vraies questions et nous arrêter là peut-être. Quel est l'essence et le sens de notre indépendance? Que signifiait-elle dans l'histoire sociopolitique du Congo et de l'Afrique? 63 ans après, quels sont nos repères? Quels sont nos combats d'hier, d'aujourd'hui et de demain? 63 ans après, quels hommes et femmes sommes-nous devenus pour nos pays? Mais il nous semble peut-être important de ne pas échapper à la traditionnelle question, mais y répondre sincèrement, réellement et concrètement. Sommes-nous indépendants? L'indépendance, c'est l'autre mot pour dire la souveraineté. Le souverain, en latin, c'est celui qui est superiorem non recognoscens, celui ne reconnaissant pas de supérieur. Ça signifie que l'on est indépendant et donc souverain lorsque on n'a pas de supérieur. Et donc, un État ne devient indépendant que lorsqu'il n'est sous les joues, sous la domination d'aucun autre. Ça, c'est sur le plan politique. Cette souveraineté sur le plan juridique, c'est traduit par le fait de ne pas justifier ses lois par un système juridique externe. Ça signifie tout simplement que l'on dira du Congo qui ne reconnaît pas de supérieur et donc qu'il est indépendant sur le plan juridique, parce qu'on ne justifiera pas les lois de la République, la bonté des lois de la République démocratique du Congo à référence à un système juridique étranger. Si jamais il y avait une législation externe sur base de laquelle on justifiera les lois internes, ça sera une législation qui aura été faite avec le consentement de la République démocratique du Congo. Ici, je fais référence, par exemple, aux conventions et aux traités internationaux. Et donc, là, même là, on ne reconnaît pas de supérieur, parce qu'au fond, dans les traités, c'est
conserve la supériorité au nom d'un principe déjà acquis dans l'école allemande du droit international, selon lequel on est souverain que lorsque on est capable de renoncer à sa propre souveraineté. Et souverain ne se dirait pas tel s'il n'est pas capable de renoncer à sa propre souveraineté. On prétendrait élargir, au-delà du politique et du juridique, l'indépendance du côté du culturel et de l'économique. Et l'on dira donc qu'un État est souverain sur le plan économique lorsque son degré de dépendance économique de l'extérieur il est suffisamment bas. Et on dira de lui qu'il est culturellement indépendant lorsque sa technologie et les instruments symboliques pour régler les problèmes de son contexte sont plus les siens que ceux des autres. Ici, je vais donner quelques exemples. Donc, sur le plan économique, on dirait, si par exemple notre budget est financé à 60% par de l'argent venant des dons de l'extérieur, on dirait que sur le plan économique, nous ne sommes pas du tout indépendants, on n'est pas autonome, on reconnaît encore des supérieurs. Si, comme c'est le cas ici, nous parlons beaucoup plus le français que nos langues, on dirait sur le plan culturel, nous ne sommes pas indépendants. Alors, comme vous venez de le voir, il y a lieu de parler de l'indépendance en mettant en exergue ces aspects politiques, ces aspects juridiques, ces aspects économiques, ainsi que ces aspects culturels. C'est sur cette base qu'un bilan peut maintenant être dressé. Sur le plan politique, que peut-on dire? Est-ce que la République démocratique du Congo est indépendante? La réponse, elle est positive. Parce que la République démocratique du Congo, à ma connaissance, n'est sous le joug d'aucune puissance. Nos institutions, c'est nous qui les avons faites. Nous avons une constitution. Il y a eu un référendum dans lequel les Belges ou les Rwandais n'ont pas, ou les Ougandais ou les Chinois n'ont pas voté. C'est notre constitution. Nous avons les animateurs de nos institutions que nous avons nous-mêmes votés. Fraude ou pas fraude, ça s'est passé chez nous, entre nous. Ça signifie que sur le plan politique, il est difficile de dire que nous ne sommes pas indépendants, évidemment. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire ici pourrait dire, mais écoutez, mais ça semble un peu trop naïf parce qu'il y a quand même des ingérences dans les systèmes politiques congolais. Mais est-ce que ces ingérences constituent, maintenant à mon sens, est-ce que ces ingérences constituent une raison de dire que l'État congolais n'est pas indépendant? À mon avis, non. Si vous avez un père de famille qui ne réussit pas à résoudre les problèmes de ses enfants, il ne cesse pas d'être un père de famille, c'est simplement un père de famille irresponsable, mais un père de famille quand même. L'indépendance n'était donc pas un événement magique qui allait tout changer. C'est ce que tentent d'expliquer certains analystes qui insistent sur la prétendue non-effectivité de l'indépendance pour expliquer le coup bas que ces pays ont encaissé, parfois volontairement, parfois naïvement. Pour eux, si le Congo est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que l'indépendance arrachée le 30 juin 1960 n'a jamais été effective. Mais c'est bien une méconnaissance de ce que signifierait le mot indépendance et les effets de sa réalité. On ne peut pas accuser l'indépendance arrachée il y a plus de 60 ans de ne pas être effective pour tout justifier. De tout le point de vue, il serait prétentieux d'ailleurs de détenir les preuves absolues justifiant que le Congo n'a pas été indépendant. Mais il serait aussi naïf d'ignorer les réalités du temps d'après notre indépendance. Le professeur Gakuru Semachumbi, témoin de l'accession de la RDC à l'indépendance, il revient d'ailleurs avec force et détail. Il revient sur une réalité de notre post-indépendance. C'est positif. L'indépendance, malheureusement, nous n'avons pas pu profiter, nous n'avons pas pu gérer. Et je crois la cause principale, je ne sais pas si on y arrivera, ça doit être parce que quand nous sommes devenus indépendants, en fait, on n'avait presque pas d'universitaires. On avait seulement à peu près 5 universitaires, on pouvait donc les compter au bout des doigts. Et puis, bon, nous n'avons pas appris à diriger bien avant. Prenez par exemple les colonies françaises et même anglaises. On peut parler plus de des colonies françaises. Si vous prenez quelqu'un comme Houphouët-Boigny ou bien Léopold Sédar Senghor, ce sont des gens qui ont siégé
dans leur assemblée nationale à Paris, déjà vers les années 1946. Hein? Et puis certains d'entre eux étaient même ministres. Donc eux ont appris à diriger. Pendant que nous, non. Ce n'est qu'à l'indépendance que les gens ont commencé. Les gens se sont retrouvés tout d'un coup dirigeants. Pour le professeur Gakuru Semachumbi, nous n'avons pas pu gérer. Mais nous n'avons pas seulement celle-là comme seule réalité. La deuxième réalité est peut-être que nous n'avons pas compris. Les Congolais moyens ne s'y reconnaissent pas, ni hier, ni aujourd'hui. L'indépendance semble n'avoir pas été acquise par un peuple qui s'identifie en un. Mama minereze tunaproduira tuna faida zinaenda wapi? Zinaenda jenga nyo zingine mainchi mara mie kwanza tunaona mashimo hii yote ngali koloni juu. Ukiona security, ukiona scolarite ya masomo, ile yote ngali koloni juu. Hakuna banakupatia yakubwa, wanaendelea njo kukolonize. Ce n'est pas faux ce que disent ces jeunes motards de la ville de Bukavu, l'une des villes d'ailleurs qui, par son urbanisation, est en voie de disparition comme telle. Mais nombreux pourraient alors conclure et confirmer que nous avons régressé, que nous n'avons pas compris. Mais quel est le point de départ de notre marche? Depuis quand sommes-nous un État démocratique peut-être? Depuis quand nous sommes un peuple? Depuis quand nous sommes une nation? Depuis 60 ans? Mais que représente 63 ans dans la vie d'un État, d'une nation? Presque rien. Rien du tout. Mais qui nous a appris aussi à nous penser nous-mêmes juste à partir d'une soixantaine d'années? Les coups bas reçus ces 60 dernières années peuvent-ils vraiment définir un peuple vieux de plus de 600 ans? Ce serait illogique. Illogique, absurde. Et pourtant, c'est ce que notre discours depuis 60 ans laisse entendre. Moi, je crois que si vous parlez d'avancer, il faut déterminer un point A, un point de départ, un point d'arrivée. Pour ce qui concerne l'indépendance, moi, je ne vois pas de point de départ et un point d'arrivée dans les fondamentaux. On ne pouvait pas partir d'un État plus ou moins acceptant l'ingérence à un État ne l'acceptant pas. Dès le départ, c'était fini. Dans les années 70, on a même zaïganisé, on les a tous chassés. Vous comprenez? Nous avons même changé le nom du pays, on l'a appelé Zaïre. Le drapeau l'a changé. C'était nous, ce n'était pas les autres. Lorsqu'en 1989, on a dit qu'on va passer à un autre système politique qui aura le multipartisme, c'était nous. Lorsque à 96, 97, certains étaient fatigués de la dictature de Mobutu, les amis, c'était nous. Et lorsque plus tard, on va organiser les dialogues des Sun City et d'autres qui vont déboucher sur la Constitution, c'était nous. Un référendum va être organisé, c'est nous qui allons voter. Et en 2006, on va organiser des élections pour lesquelles Kabila va être massivement voté. C'était nous. Et plus tard, il va renouveler son mandat, je ne sais pas de quelle manière, mais c'était nous. Après, il y aura d'autres élections, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui va passer, c'était entre nous. Alors, à ce moment-là, lorsque vous retracez cette histoire de la politique du Congo, mais lorsque vous allez voir aussi tout ce qu'on appelle complot, qui a tué Lumumba, on dit les Belges, oui, d'accord, mais par qui? Par nos frères. Qui a tué Kabila, mais lorsqu'on fait, non, tout un complot, le Rwandais, le machin, c'était nous, cher. Alors, à ce moment-là, donc, lorsque même vous retracez, vous voulez mettre ça sur un continuum, vous vous rendez compte qu'il y a des constantes. Donc, il ne faut pas en parler en termes d'évolution. Mais lorsque vous allez voir aussi sur le plan juridique, là, n'en parlons même pas. Parce que bon, il n'est jamais existé au-delà du 30 juin que l'on nous a imposé un traité ou que nous ayons justifié nos lois par rapport au système juridique étranger. Ce n'est jamais arrivé. Et il n'est jamais arrivé que sur le plan économique, nous dépendions vraiment et que nous n'ayons rien qui nous appartienne et qu'on doit compléter éventuellement avec ce qui vient de la coopération. Et sur le plan culturel, je ne sais pas quand est-ce que nous avons cessé d'exécuter nos danses, je ne sais pas quand est-ce que nous avons cessé de parler nos langues, je ne sais pas quand est-ce que nous avons cessé de nous marier à notre guise, je ne sais pas, vous captez un peu. Un peu nous sommes habillés comme eux, quelque part on a même résisté. Hein? Et leurs habits on les a refusés, nous avons créé Labacoste. Moi je suis le produit maintenant de cette génération qui a même refusé leur nom. Tant il est vrai que si vous cherchez parmi mes noms un prénom chrétien, un prénom blanc.
il n'y en a pas. Et donc, je suis la preuve de cette résistance culturelle. Ça signifie que tout s'est bien passé, mon cher. Et on y est. Toi, t'appelles comment? Maarifa. Non, l'autre nom là. Jacinthe Marie. Ah, c'est un problème. Et là, tu es tombé dans le piège. Voilà. Mais de manière générale, et nous avons montré que même de leur nom, on n'avait pas besoin. Donc, et quant à leur religion, là, ils nous ont un peu eu. Nous n'abandonnons pas les nôtres aussi, parce que parfois le pasteur, pour attirer le plus de chrétiens, il faut aussi voir les petits féticheurs à côté. Ah oui, nous avons donc résisté. Même si nous nous le disons rarement. Et nos espérances s'amaigrissent chaque fois que nous avons du mal à les nourrir de nos récits de résistance et de grandeur. Nos espérances étaient trop basiques lors de l'accession à l'indépendance. Plutôt que de revivre notre dignité, notre liberté, les Congolais désiraient remplacer les dignitaires blancs et endosser leurs conditions de vie. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. L'espérance des Congolais, bon, évidemment les gens espéraient avoir un beau salaire, habiter des belles maisons, avoir les fonctions que les Blancs avaient, et puis bon, certainement leurs enfants allaient étudier. Bon, c'était positif, mais comme j'ai dit, on n'avait pas l'expérience de diriger. C'est un problème que nous avions eu. Et puis bon, quelques temps après, d'ailleurs, le fait qu'on n'avait pas cette expérience à l'armée, il y a eu une mutinerie dans l'armée. Vous voyez, les civils avaient monté des grades et des fonctions, pendant que les militaires étaient restés presque là où ils étaient. Ah, ils se sont révoltés. Je dis comment? Les autres, moi, nous restons. Ils se sont révoltés. Donc déjà, le 4 juillet, on a connu des mutineries. Et les problèmes qu'on avait d'ailleurs, oui, on avait un régime, c'était le premier ministre qui avait un peu plus de pouvoir que le président Kassavou. Alors tout ça, ça crée des problèmes. Bon, et puis on n'avait pas de techniciens, hein. On n'avait pas de techniciens, on n'avait pas d'enseignants, par exemple, dans les écoles secondaires. À ce moment-là, nous avons une coopération des Haïtiens. Les Haïtiens sont venus remplacer les enseignants belges qui étaient partis. Haïti, pourquoi? Bon, parce qu'ils parlaient français comme nous. Et après, quel homme sommes-nous devenus pour nous-mêmes? L'idée de ne pas comparer n'a jamais quitté nos esprits. Le nombre de Congolais et d'Africains qui ne jurent que par aller en Europe pour se prévaloir d'une certaine qualité supérieure par rapport aux autres. Comme pour dire qu'ils vont y chercher un permis d'honneur. Il est impressionnant aujourd'hui de voir le nombre de présidents africains qui jurent par un voyage en Occident dès lors qu'ils accèdent au pouvoir. Difficile donc de construire des bases solides et équilibrées en diplomatie entre États frères africains. Et que les autres parties du monde, peut-être l'Occident, ne viennent qu'en seconde zone. Certains me diront que ce qui importe, ce sont les rapports économiques qui sont beaucoup plus construits entre l'Occident et l'Afrique qu'entre États africains eux-mêmes. Mais tout ça n'est peut-être que la conséquence d'une colonisation dont on n'a presque pas parlé jusque-là. L'aliénation mentale. Ce conditionnement à croire que la validation de sa propre nature ne peut venir que d'un agent extérieur à nous. Et c'est peut-être le combat le plus important à mener aujourd'hui. Non, c'est sûrement le combat le plus important. Le plus important en tout cas, entre nous-mêmes. Et le professeur Mouindo Muganda le dit si bien. Ne pensez pas aux autres, pensez à vous-même, c'est tout. Sinon, tant que vous continuerez à penser que les autres vous regardent alors qu'ils se fichent éperdument de vous, vous passerez le temps en train de réfléchir sur eux. Tant il est vrai que la tendance de vos questions, c'était ça. Qu'on réfléchisse sur les complots, ce que les autres veulent faire contre nous. Ça, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Il faut que nous réfléchissions sur nous-mêmes. Qui nous dit que les autres nous intéressent? Est-ce que nous sommes même intéressants? Si nous sommes intéressants, pour nous-mêmes, c'est suffisant. Être nous-mêmes, être au centre de notre destin, et peut-être à partir des piètres détails. Nous n'avons pas la prétention de vouloir balayer du revers de la main toutes les analyses riches d'essence qui ont mis en lumière nos failles organisationnelles et structurelles d'après notre indépendance. Nous ne voulons pas non plus sanctifier toutes les forces qui ont concouru de l'intérieur ou de l'extérieur pour anéantir nos capacités créatrices et réformatrices. Non.
Nous refusons plutôt d'accepter que comme peuple, nous nous réduisons à un simple fruit de complot. Un peuple dont l'histoire glorieuse s'est construite à partir d'une soixantaine d'années, pourtant vieux d'une histoire millénaire. Ce qui semble être une aberration congénitale ne nous semble pas propre, carrément pas. Plutôt peut-être encore un effet de l'aliénation systématique, mais surtout par nous-mêmes. Nous ne sommes pas un peuple fruit du complot. Nous ne pouvons donc pas définir notre destinée sur fond des complots interminables. Nous ne serons la risée des personnes si être la risée de nous-mêmes nous suffit déjà. Le 30 juin 1960, il y a bien un appel, quand bien même à Faune, qui était lancé officiellement. L'indépendance s'annonçait réellement comme une nouvelle ère où l'on devait être la convoitise de nous-mêmes. Les Congos, tout comme l'Afrique en réalité, sont naturellement la convoitise de certains. Mais il faut qu'elle soit d'abord la convoitise de nous-mêmes comme Afrique. Il faut qu'il soit d'abord la convoitise de nous-mêmes comme Congo grand que nous incarnons. Mais cette nature ne nous servira que si et seulement si nous sommes la convoitise de nous-mêmes. Et c'est possible dès lors que nous reconnaissons les ressources qui nous identifient. Certains exagèrent même en disant que nous ne manquons de rien. Mais, et si nous manquions peut-être cette promptitude d'identifier nos manques afin de nous redresser à chaque coup encaissé? Peut-être c'est ce qui nous manque bien. Hein? C'est ce qui nous manquerait peut-être. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Nous avons tout. Dieu nous a donné des ressources. Nous avons la terre, nous avons les pluies, nous avons les mines. En fait, il n'y a pas de raison qu'on se décourage. Je crois que c'est quelque chose seulement de bien gérer. D'être conscient, de bien gérer. Ah oui, le courage d'oser. Celui d'oser résister. Oser affirmer qui on est au moyen des pas qu'on réalise. Ne jamais renoncer à sa puissance créatrice d'hommes et de femmes du Grand Congo. Mon cher, jusqu'à 1992. À ce temps-là, j'étais en quatrième année secondaire. Et il y avait des Belges missionnaires qui étaient convaincus que ce n'était pas nécessaire qu'un nègre puisse avoir un diplôme d'État. 1994, et missionnaire dans le diocèse de Butembo. Alors un jour, il y a eu une ordination sacerdotale d'un ami. Et nous étions des servants des messes. On entre à l'église et le prêtre blanc vient à l'église avec son chien. Et ce chien s'est assis là où moi je devais m'asseoir. Je suis resté debout pendant toute la messe. Après la messe, je suis allé le voir et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il m'a dit que ce chien était plus important que moi. J'ai dit ok, j'ai bien compris. Et les dimanches qui a suivi, je suis allé tuer ce chien. Et je lui ai amené le cadavre de ce chien. Je lui ai dit voici ce qui est plus important que moi. Belle anecdote, n'est-ce pas? Mais plus loin, on pourrait bien s'emprunter ces mots et dire l'espoir est permis. Mais pas seulement. L'orgueil est permis. Pourvu que nos engagements soient à la hauteur de nos espérances. C'est la fin de notre première chronique d'Afrique Capable. Afrique Capable est un projet média qui consiste en une analyse critique, imbibée de pertinence et de lucidité sur des questions essentielles et existentielles de la vie socio-économico-politico-culturelle de l'Afrique et du Congo. Afrique Capable se veut un germoir de repères critiques sur notre destinée, un espace objectif de profonds questionnements sur notre agir ensemble. Et c'est là afin d'assurer notre grandeur. Rendez-vous dans nos prochains numéros. Vous pouvez nous laisser des commentaires sans oublier de vous abonner et d'activer la barre des notifications. Merci à la GRU Team qui fait un travail exceptionnel dans les coulisses de ces projets. À l'équipe de la recherche, à l'équipe technique, infiniment merci et on se retrouve à la prochaine occasion.